Ralentis! On va se faire flasher par un radar! Pas d'inquiétude. Depuis les bombardements, il n'y en a presque plus. Ici chef d'escadrille, bandit à 10h, je répète, bandit à 10h. Suivez-moi et restez en formation. Roger. Mais enfin, je vois pas de mec cagoulé, puis c'est 12h30 et ils sont vachement en retard. Mais enfin, c'est qui Roger? Et ma formation n'est pas finie? Un peu que je vais y rester. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mystery Gamer sur Battlefield de 1942. Aujourd'hui nous allons parler de la bataille d'Angleterre. Commençons par contextualiser cet événement historique. Nous sommes en 1941, la Seconde Guerre mondiale prend un tournant très favorable pour l'Allemagne nazie et l'Angleterre se retrouve toute seule ou presque. L'Angleterre a un atout majeur dans cette guerre, son empire. Il est immense, il fait le tour de la planète. C'est bien simple, le soleil ne se couche jamais sur l'empire britannique. De plus, deux États semi-indépendants, l'Australie et le Canada, restent des alliés en cas de guerre. Je vais vous faire un petit résumé pour vous expliquer comment l'Angleterre s'est retrouvée dans une panade patentée. Les hostilités ont commencé avant même la Seconde Guerre mondiale en Europe. Dès 1936, c'est la guerre civile en Espagne. Hitler, comme Mussolini, envoie une aide militaire au général Franco, notamment des avions avec leurs équipages. Cela permet aux pilotes allemands d'acquérir une expérience précieuse. Ici Condor à Matador, espadrille en formation. Bombardez Guernica, comme ça ils pourront même plus nous voir en peinture. Franco est victorieux en 1939. L'Espagne passe du côté nationaliste. Dans le même temps, Hitler prend ses aises en Europe. Il commence par envahir l'Autriche en 1938, c'est l'Anschluss. La France et l'Angleterre ont réagi fermement comme à leur habitude. Oulala, c'est pas bien d'annexer notre pays. On va vous... Bon, voilà, parce que faut pas rigoler au bout d'un moment. Mais ça me blague. Sur cette injonction, Hitler s'en bat la rétine avec une plume d'homard, non sans une certaine allégresse, et demande à annexer une partie de la Tchécoslovaquie. Il organise une petite réunion à Munich avec Petit Four Champagne, mais aussi bien sûr avec son allié italien et aussi en présence de ses ennemis potentiels, la France et l'Angleterre. Ces deux dernières ne veulent pas d'une guerre, ainsi Hitler fait bouh et la France et l'Angleterre font ah. En bref, l'Allemagne roule allègrement sur les Tchécoslovaques. Le Führer se sent en position de force. Il se tourne vers la Pologne dont le couloir de Danzig est très gênant pour l'Allemagne. La France et l'Angleterre, ce coup-ci, lui disent tout net « pas touche, minouche ». Mais Hitler ne les prend plus trop au sérieux. Bon, au cas où les deux plus grandes puissances au monde lui tomberaient dessus, il veut assurer ses arrières. Il va voir Staline et lui dit « Chère incarnation du mal absolu, si on devenait copains !» Là, Staline se met probablement un peu à loucher. Et Hitler rajoute « Écoute, je suis sympa, quitte à faire semblant d'être pote, je te propose qu'on se fende la poire. On la coupe en deux. Bref, on se partage la Pologne !» Staline, très content d'être peinard avec l'Allemagne pour un moment et d'acquérir des terres, dit « Ok, ça marche, top là !» C'est le fameux pacte germano-soviétique qui reste secret jusqu'à l'offensive russe en Pologne. Ainsi, les Allemands envahissent la Pologne le 1er septembre 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale.
Là-dessus, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Hitler s'exclame alors « Scheiße !» parce qu'il n'a rien ou presque sur la frontière ouest. Et puis rien. Les Alliés ne bougent pas, car ils ne sont pas prêts, et la Pologne, eh bien, capoute. Sauf que l'Allemagne dessoude l'Europe à tout berzingue. Après la Pologne, c'est au tour du Danemark, puis de la Norvège, où se trouve l'accès aux mines de fer de la Suède. Les Français et les Anglais interviennent en Norvège et obtiennent un succès de courte durée, mais dès mai-juin 1940, la France, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg subissent une offensive allemande fulgurante. L'armée française est presque anéantie en un mois à peine. Elle fait le choix d'un armistice. De fait, la France capote. Les Anglais, venus en renfort en France, subissent de lourdes pertes et surtout perdent presque tout leur matériel pendant la bataille de France. La chasse britannique sacrifie nombre d'appareils pour aider à sauver ce qui peut l'être à Dunkerque. C'est ainsi que les Anglais se retrouvent seuls, sur leur île, à attendre de pied ferme un débarquement des forces du Troisième Reich. Sauf que les Allemands sont hésitants. Ils sont très contents d'avoir vaincu la France, mais ça leur a coûté cher en hommes et en matériel. Ils doivent se réorganiser et ça prend du temps. D'autre part, la marine allemande n'a pas les moyens d'affronter la Royal Navy, sauf à utiliser la flotte française que les Anglais s'empressent de couler, la mort dans l'âme. Sorry. Hitler, de son côté, n'est pas chaud pour envahir l'Angleterre, il préfère une paix rapide. Pourquoi ? Déjà parce que franchir la Manche, c'est compliqué, et aussi parce qu'une invasion, même réussie, risque de pousser les autres puissances, comme les USA ou le RSS, à s'emparer de morceaux de l'Empire britannique. Autant dire qu'il y a de quoi les renforcer considérablement. Face à un Churchill déterminé à tenir coûte que coûte, le Führer finit par approuver le plan d'invasion de la Grande-Bretagne à une condition, que la Luftwaffe, l'aviation allemande, écrase la RAF, l'aviation britannique. La bataille d'Angleterre peut alors commencer. Cette bataille est difficile pour les deux camps, déjà à cause des pertes subies dans les combats précédents, et aussi parce que l'Angleterre est une île. Selon où a lieu le combat, quand un appareil est abattu, si le pilote arrive par chance à s'éjecter, il risque de finir à la mer. Les Allemands sont très exposés à ce problème, car s'ils sont touchés au-dessus de l'Angleterre, leurs chances de retourner à la base deviennent très minces. Et oui, il faut espérer que l'appareil tienne pour traverser la Manche, sinon c'est être fait prisonnier après un saut en parachute ou s'écraser en pleine mer. J'en viens enfin au jeu qui donne une situation et une topographie des lieux, on peut le dire, relativement juste. Il faut que les avions de l'Axe traversent la Manche et, de l'autre côté, perchés sur des falaises de craie, les Alliés doivent les repousser. Après, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, la carte est une version miniature du champ de bataille. De fait, on a une manche trop courte. Ça, c'est parce que j'ai retroussé que la première. Attendez un peu que je retrousse la seconde. Vous allez voir. Ceci dit, ce n'est pas plus mal que la map soit réduite. Je dispose d'un autre jeu où la manche est à taille réelle, et voilà ce que ça donne. Je le mets en accéléré car il faut 5 minutes pour faire caler Douvres avec un Messerschmitt en volant à plus de 400 km/h. Bien entendu, c'est pire si on fait Abbeville-Portsmouth. Il faut plus de 10 minutes. On imagine vite le côté soporifique des parties. La stratégie allemande consiste au début à frapper les ports anglais pour fragiliser la Royal Navy, ainsi que les bases de la RAF pour empêcher les contre-attaques. D'autres cibles intéressent la Luftwaffe, les radars anglais ainsi que les usines d'armement. De leur côté, les Britanniques comptent sur leurs radars pour détecter les formations adverses avant qu'elles ne survolent l'Angleterre. Ils peuvent ainsi donner de précieux renseignements aux chasseurs qui doivent intercepter les bombardiers ennemis avant qu'ils n'atteignent la cible. Allô, ici Henri, appelle Mathieu, ici Henri, appelle Mathieu, répondez! Oui, salut Mathieu, c'est Henri, il faut que tu décolles d'urgence, il semble qu'une formation ennemie vole vers Canterbury. Comment ça, la dernière fois c'était un vol de goéland? Écoute, moi j'ai que des points verts sur ce foutu moniteur et mes observateurs voient rien à cause de ces foutus nuages. Alors vas-y, si c'est des boches, tu les descends ou tu te fais descendre. Mais si c'est un vol de goéland, tu rentres à la base et tu manges un sandwich à la purée de poisson pour te consoler, mon vieux.
Comment ça, c'est dégueulasse? C'est ton boulot, mon gars. Ah, les sandwichs à la purée de poisson? Oui, ça je suis d'accord. Je reviens au jeu qui pour le coup résume bien la première phase de la bataille. On a des radars, des aérodromes, ainsi qu'une usine à bombarder pour l'Axe et à défendre pour les Alliés. À présent, faisons l'état des forces en présence. Les Allemands disposent de 650 chasseurs Messerschmitt Bf-109, 170 chasseurs bimoteurs Messerschmitt Bf-110, de 316 bombardiers en piqué Junker 87, le fameux Stuka, de 770 bombardiers de divers types tels le Dornier 17, le Henkel 111 et les Junker 88. De leur côté, les Britanniques disposent seulement de 500 Hurricane et Spitfire qui sont des chasseurs. Autant dire que sur le plan numérique, les Anglais sont en très mauvaise posture. Vous allez voir, l'affaire va être pliée en un mois et on pourra boire une bière dans les pubs londoniens. Les terrasses de Paris occupées, c'est pas si mal finalement. Pour nos appareils, dans le jeu, que trouve-t-on? Nous avons côté allié des Spitfire, mais pas de Hurricane. Et côté allemand, nous avons des chasseurs Bf-109 et des bombardiers Ju-88. On dispose d'un arsenal plutôt restreint, surtout que le Stuka est présent dans le jeu, mais c'est bien dommage de ne pas l'avoir mis. Le Bf-110 n'est apparu, lui, qu'avec l'extension La Campagne d'Italie. Ce défaut est corrigé dans deux modes du jeu créés par des fans, à savoir Battle Group 42 et Forgotten Hope. Là on dispose de l'Hurricane, du Ju-87, du Bf-109 et de l'Henkel 111. Le mode Battle Group 42 ajoute même le chasseur lourd à tourelle britannique Boulton Paul Delphian, un avion qui a vraiment servi pendant la bataille d'Angleterre, mais il faisait une cible trop facile par manque de maniabilité et à cause d'un gros défaut de conception. Bonjour, je vous présente le nouveau concept des chasseurs lourds à tourelle. Grâce à cet appareil miraculeux, le pilote s'occupe seulement de piloter pendant que la tourelle permet d'abattre les appareils adverses et de défendre les arrières du chasseur. Excusez-moi, mais en plein combat aérien, l'avion va bouger dans tous les sens, le tireur depuis sa tourelle ne pourra jamais viser. Cela ne me semble pas vraiment un problème. Il suffira de stabiliser la trajectoire le temps d'ouvrir le feu. Et de se faire tirer comme des lapins. Vous oubliez que les appareils voleront en formation et les 4 mitrailleuses donnent une puissance de feu très avantageuse. Et si on nous attaque par en dessous? Eh bien, il nous suffira de faire voler un avion sur le dos. Nous sommes britanniques, soyons pragmatiques. Alors, convaincus? Revenons-en à l'histoire. Le premier combat a lieu le 24 juillet 1940. Un groupe de 40 chasseurs Bf-109 et 18 bombardiers Dornier 17 attaquent un convoi dans l'estuaire de la Tamise. Les Anglais envoient des Spitfire pour les intercepter. Le combat est inégal car les Allemands sont plus nombreux, sauf que 2 avions allemands sont abattus et les Anglais n'ont aucune perte. Le commandant de l'attaque est très surpris par la détermination des pilotes britanniques. La bataille d'Angleterre commence véritablement avec 2 grandes opérations lancées le même jour par la Luftwaffe. Il s'agit de l'attaque de l'Aigle et du jour de l'Aigle, en toute modestie bien sûr. Ces attaques ont 2 objectifs, la base navale de Portsmouth et des aérodromes de la RAF. Les Anglais voient soudain apparaître sur leur radar la plus grosse formation composée de la bagatelle de 300 appareils, se diriger vers le port. Ils font décoller 80 chasseurs, ce qu'ils ne pensaient pas être capables de faire une semaine auparavant. Malgré leur infériorité numérique, les Anglais, une fois de plus, mettent une peignée au boche, comme on dit dans le jargon. Les Allemands perdent 47 appareils et 89 hommes, tandis que la RAF s'en sort à bon compte avec seulement 13 appareils perdus et 3 morts. Alors comment expliquer un tel succès de la RAF? Au-delà de la détermination des Britanniques, le chasseur Spitfire est un atout considérable.
Il surclasse les chasseurs allemands et cela grâce à sa conception géniale. Il dispose des meilleures technologies du moment. Il est plus facile à manœuvrer et extrêmement rapide. Il a été imaginé comme un avion pour les compétitions de voltige et son moteur a été conçu par la firme Rolls-Royce, rien que ça. Pour aller au casino de Brighton, j'ouvre le capot et on me laisse rentrer direct. Göring, le grand Manitou de la Luftwaffe, n'est pas content du tout. Il veut mettre à genoux les Anglais et sort les grands moyens. Il planifie les réjouissances pour le 15 août, sûrement par goût du grand chassé-croisé estival. Cette fois, il attaque depuis la Norvège, le Danemark et la France avec, somme toute 3 fois rien, 1790 avions. Mais le nombre n'arrange rien à l'affaire. L'attaque se solde par une catastrophe pour l'aviation allemande. Les groupes partis de Scandinavie perdent 1/5 de leurs effectifs. C'est le jeudi noir. Ça fait très mal, là où je pense, c'est-à-dire au moral, bien entendu. De leur côté, les Anglais ont beaucoup souffert aussi. Les pertes sont lourdes en appareils, en personnel au sol et beaucoup d'aérodromes ont subi des dommages. Malgré cela, le tir au canard continue. Dès le 18 août, les Stuka s'attaquent à des radars. Les pilotes anglais en font des allumettes. 18 appareils sont abattus. Göring doit retirer les fameux chasseurs en piqué de la bataille sous peine de tous les perdre. Pire, les pertes sont telles parmi les chasseurs bimoteurs Bf-110 que les pilotes demandent à être couverts par leurs camarades qui volent avec des Bf-109. Donc, si on suit la logique, les Bf-110 escortent les bombardiers qui sont eux-mêmes escortés par des chasseurs légers. Et c'est ainsi que les Allemands ont inventé l'aigle qui se mord la queue. Ah, c'est la supériorité allemande. Nous étions déjà en avance. Nous disions « sortez couverts !» Mais le plan a capoté. Le tournant de la bataille est lié à une erreur des Allemands. Lors de la nuit du 24 août, l'attaque ne se passe pas comme prévu. 100 bombardiers loupent leur cible et frappent Londres en plein centre. Churchill, très énervé, ordonne de bombarder l'Allemagne. Berlin est attaqué dès le lendemain. Hitler est tout aussi furax et demande à Göring d'attaquer les villes anglaises. Et c'est là l'erreur qui va être fatale à l'Allemagne dans sa lutte contre les Anglais. En concentrant les bombardements sur les cibles civiles, il relâche la pression sur les forces aériennes et l'industrie d'armement britannique. Les forces de la RAF qui étaient presque à bout de souffle peuvent se reconstituer et frapper toujours plus fort les formations de la Luftwaffe. En novembre, la bataille d'Angleterre se transforme et laisse place à la logique du Blitz, c'est-à-dire la volonté de destruction des villes anglaises jusqu'en mai 1941. Ce n'est pas un grand succès. Nous l'avons vu, cette guerre aérienne n'est pas sans conséquences au sol. Dans le jeu, cette activité terrestre est présente. Et bien sûr, les rôles et les armes de l'infanterie dans le jeu sont complètement inadaptés pour cette bataille. Franchement, à quoi ça sert un éclaireur avec un fusil à lunettes, un fantassin d'assaut ou même un soldat anti-char dans une bataille aérienne? Ce défaut est corrigé dans le mode Forgotten Up, dans lequel on joue seulement des pilotes. Bon, ils auraient pu mettre des mécaniciens et des servants d'artillerie, cela eût été guère plus mal. Quant aux armes dans le jeu de base, ça ne colle pas du tout. Côté allié, mis à part le fusil Lee Enfield, toutes les autres armes sont américaines. Alors certes, la Thompson équipait certaines troupes britanniques, mais dans le jeu ce n'est pas la bonne. Ils ont des Thompson M1 dans le jeu alors que les Anglais avaient des modèles 1928. Ensuite, le bazooka n'a strictement rien à faire là. Il est anachronique puisqu'il apparaît en 1942 et il n'a jamais été fourni aux Britanniques. C'est un peu le même problème côté allemand. Si le pistolet P38, le fusil Kar 98 et la mitraillette MP40 sont d'époque, le STG-44 ou encore le Panzerschreck sont anachroniques. Dans le jeu, on dispose de canons antiaériens, des Bofors de 40 mm pour les Britanniques
et des flak 38 de 20 mm pour les Allemands. Ce sont bien des armes d'époque. Notez que les obus antiaériens dans ce jeu explosent en l'air comme les vrais projectiles. Le but étant de tirer des rafales d'obus qui explosent et saturent le ciel d'éclats métalliques, ce qui multiplie les chances d'endommager les appareils. Pour les véhicules terrestres dans le jeu, ils sont anachroniques à quelques mois près. Les Britanniques disposent de Jeep et de half-track. Or, la loi Prebail, qui permet aux États-Unis d'exporter de façon presque gratuite des tonnes d'armes à l'étranger pour lutter contre l'Axe, est ratifiée par Roosevelt le 11 mars 1941. D'autre part, la Jeep et le half-track sont produits massivement qu'à partir de cette année-là. Pour conclure, cette bataille est loin d'être inintéressante dans le jeu, mais c'est dommage que les multiples simplifications gâchent tout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Au revoir et à bientôt. Bon sang, ils sont utilisés. Ils vont nous le payer, cette bande de farfantins. Celui-là. Engagez le combat. Et un de moins. Next. Et un pour moins. Se faire descendre, allez, on décroche. Good job les gars, vous avez mérité votre sandwich à la purée de poisson. Allez, on rentre à la base.